Ce qui s'est passé hier, c'est l'attaque à Daya. Enfin, l'attaque israélienne. C'était un bâtiment vide, comme ils l'ont dit après coup. Je ne sais pas s'ils savaient que le bâtiment était vide, mais l'attaque a bien eu lieu. Ils voulaient assassiner certains commandants du Hezbollah, mais au final, ils ont tué des civils qui se trouvaient près du bâtiment. Ensuite, à propos de la réponse iranienne, hier, quand j'ai enregistré un podcast, un monologue, je ne savais pas si l'Iran allait réagir ou si ce serait le Yémen. Je pensais que ce serait plutôt le Yémen qui répondrait. Parce qu'en réalité, aucun commandant du Hezbollah n'a été tué. C'est pour ça que je me disais que puisque le bâtiment était vide, il y aurait peut-être une riposte venue du Yémen. Quelques missiles, peut-être. Mais finalement, c'est l'Iran qui a décidé de répondre directement pour envoyer un message. Alors, quel était le but? Avant même de parler de ce qui se passe entre l'Iran et Israël, quel était l'intérêt d'attaquer ce bâtiment vide? Est-ce qu'ils savaient qu'il était vide? No. Destroy the peace process. Non, détruire le processus de paix. Vous savez ce que Pepe et moi avons rapporté il y a un peu plus d'une semaine, donc jeudi de la semaine dernière. C'est que d'après les informations que nous avons reçues, le Conseil suprême iranien a adressé un avertissement au Premier ministre Sharif du Pakistan. Ils ont dit qu'ils allaient se retirer de toutes les discussions nucléaires, qu'ils ne participeraient plus à aucun cadre comme le JCPOA, et qu'ils étaient prêts à faire exploser une arme nucléaire pour prouver leur détermination. Et ces informations ont été transmises aux États-Unis par le Pakistan. Pendant toute cette période, Pepe et moi avons appris de la même source que le Pakistan restait très optimiste quant à ses chances d'obtenir un accord de paix, un accord qui s'appellerait les accords d'Islamabad, et qui serait signé par les États-Unis et l'Iran. The United States and Iran signing off. And I think what they'll sign off on is basically something that will Trump. Et je pense que ce qu'ils vont finalement approuver, c'est en gros quelque chose que Trump pourra présenter comme « j'ai empêché l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire ». Ce sera ça le message. Et je suis surpris que ce récit n'ait pas vraiment pris plus d'ampleur. Mais vous savez, il y a eu cet article du New York Times, publié samedi, qui expliquait qu'Israël avait intensifié ses activités d'espionnage sur les responsables de l'administration Trump parce qu'ils essaient de comprendre ce que fait bon sang cette administration avec le Pakistan. Vous voyez, quel est cet accord? De quoi s'agit-il? Parce qu'Israël a une peur bleue d'être exclu de l'accord. Et c'est effectivement le cas. Eh bien, d'après ce qu'on m'a dit, cette fuite aurait été orchestrée par Elbridge Colby, et un autre responsable du département de la Défense ou du département de la Guerre qui sont favorables à un accord avec l'Iran. Donc, le fait qu'on ait eu cette fuite, c'était clairement délibéré pour présenter Israël sous le pire jour possible. Parce que franchement, quand j'ai entendu pour la première fois Israël espionne les États-Unis, je me suis dit, eh bien oui, sans blague. Et le soleil se lève à l'est. Quelle surprise, vraiment. Quoi? Du jeu dans un casino? Comment est-ce possible? Voilà, c'était un peu ce genre de moment, un moment à la Casablanca, avec Claude Reims. Oh, du jeu dans le casino. Arrêtez ces gens-là. Mais on voit aussi un changement dans l'attitude de Trump. Il a mauvaise mine, c'est vrai, mais il ne tient plus les propos délirants qu'il tenait il y a 3 ou 4 semaines à propos de l'Iran. En fait, il est presque conciliant. In fact, he's almost like conciliatory. So he's keen on getting a deal. Donc, il tenait vraiment à conclure un accord. C'était Bibi Netanyahou, et ensuite les Iraniens eux-mêmes avaient déclaré que toute nouvelle attaque contre Beyrouth entraînerait des représailles. Et vous savez, ils avaient prévenu les habitants du nord d'Israël, « Partez d'ici, on arrive ». C'était donc une action délibérée de la part de Bibi Netanyahou. Je pense qu'il a ordonné cette frappe en sachant qu'il y aurait une réponse de l'Iran, qu'Israël serait touché et qu'Israël s'en servirait ensuite comme justification pour entraîner les États-Unis dans le conflit, ce qui aurait fait capoter l'accord. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Trump a simplement dit «
Non, vous restez en dehors de ça. Et il a essayé de le dissuader de toute riposte. Et puis je crois que la dernière chose qu'il a dite, c'était « Eh bien, si vous le faites, ce sera sans nous. Vous serez seuls. » Alors voilà, les Israéliens, je pense, n'avaient jamais imaginé que Trump les laisserait tomber. Et Trump les a laissés tomber. Du coup, ils ont réagi. L'Iran a tiré la première salve. 5 vagues, 4 missiles par vague, donc un total de 20 missiles visant plusieurs cibles en Israël. Mais ce n'était pas vraiment une attaque pour infliger des dégâts. C'était plutôt une façon de dire « on vous avait prévenu de ne pas le faire ». En gros, une petite claque pour marquer le coup, mais pas une vraie punition. Et à ce moment-là, Israël, au lieu d'écouter Trump et de retenir son feu, a décidé de riposter. Et ils perdent, je crois, environ 11 missiles. Ils en frappent au moins 5, sur 5 sites différents, dont plusieurs sont des endroits d'où, selon eux, les missiles avaient été tirés. Alors, qu'est-ce que fait l'Iran, 1 heure plus tard, ou même une demi-heure après? Il tire de nouveaux missiles sur Israël depuis ces mêmes sites qu'Israël venait de frapper. En gros, leur message c'est « vous ne nous avez même pas touchés », ce genre de provocation. Ensuite, je crois qu'Israël a répliqué. L'Iran, depuis, a répondu à nouveau. Et le développement vraiment important, celui sur lequel il faut que les gens se concentrent, c'est ce que Larijani a dit. Attendez, je vais retrouver ça. Voilà, c'est là. Larijani, le président du Conseil des experts. Oui, ils appellent ça le Conseil de discernement de l'intérêt du régime, Sadek Larijani. Je crois, c'était son frère, non? Exactement. Son frère était le chef du Conseil de sécurité, le chef du Conseil national de sécurité. D'accord. Donc, Sadek Larijani a déclaré, et je le cite, « L'intervention de l'Iran en soutien au Liban constitue une déclaration officielle d'une nouvelle doctrine stratégique, selon laquelle toute attaque contre un élément de l'axe de la résistance entraînera une riposte qui dépassera les frontières géographiques et redéfinira les équilibres régionaux. » Larijani a ajouté que l'Iran est entré dans une nouvelle phase, où il n'attend plus que les menaces apparaissent pour agir et préserver ses positions régionales. C'est donc vraiment quelque chose de nouveau. L'Iran prend l'initiative. Il a aussi averti, semble-t-il, que toute extension du conflit ou toute attaque contre des infrastructures iraniennes critiques serait suivie d'une réponse globale et dissuasive. On est dans un nouveau territoire là. En gros, si les attaques contre les Palestiniens et les Libanais continuent, l'Iran va continuer à réagir. Ils vont continuer à frapper Israël, missile après missile. Je dirais qu'on est un peu dans une situation comparable à la guerre des 12 jours, où au bout du 10e jour, Israël suppliait les États-Unis « Sortez-nous de là, aidez-nous, aidez-nous ». Mais je pense qu'Israël va demander de l'aide bien avant cette fois. À mon avis, ils pourront tenir 6 ou 7 jours, pas plus, avant de dire « D'accord, sortez-nous de là ». Et je ne crois pas qu'il y ait une issue cette fois-ci. Il y a eu un appel téléphonique, Larry, hier soir, après l'attaque iranienne, en réponse à ce qu'Israël avait fait à Dahiyeh, au Liban. Et cet appel, c'était entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Donald Trump est ensuite sorti en disant qu'il lui avait dit de ne pas attaquer l'Iran. Puis, les médias israéliens, par exemple la chaîne 12, ont rapporté qu'Israël n'allait pas réagir après ça. Mais finalement, on a bien eu une réponse d'Israël, l'attaque contre l'Iran. Alors, de quoi s'agissait-il exactement, cet appel? Qu'est-ce qu'on sait de cette conversation? Il semble que Donald Trump ait essayé de le convaincre, mais qu'il n'y soit pas parvenu. Quelle image ressort de tout ça? Parce que quand on se présente comme le président des États-Unis, comme celui qui porte la responsabilité de cette guerre, une guerre de choix que vous avez vous-même déclenchée,
et qu'on essaye de convaincre Benjamin Netanyahou, celui-là même qui vous a poussé à entrer dans cette guerre, le principal responsable de ce désastre, et qu'on n'arrive pas, qu'on n'est pas capable de le convaincre de ne pas attaquer, ou simplement de se calmer. Eh bien, ce n'est pas une question de convaincre. C'est une question de savoir si Trump décide de suspendre l'aide, de couper l'aide, de mettre fin à la coopération militaire et de retirer le personnel. Et jusqu'à présent, il n'a pas été prêt à le faire. Mais cet accord avec le Pakistan est en jeu. Trump veut vraiment cet accord. C'est sincère. Et les Pakistanais, d'après les dernières informations que j'ai eues, étaient optimistes. Ils pensaient que ça allait se concrétiser. Maintenant, cela dit, je pense quand même qu'il y a certaines exigences iraniennes que les États-Unis refuseront de satisfaire, ce qui empêchera la mise en œuvre de l'accord. Mais cela place les États-Unis dans une situation très difficile, parce que pour le moment, c'est l'Iran qui a l'initiative stratégique. Israël dit qu'il n'acceptera pas la nouvelle équation dans la région. Cette nouvelle équation, c'est ce que vous venez de mentionner, avec le cas de Larijani, Sadegh Larijani, le chef de l'Iran et du Conseil des experts en Iran. Et quand il dit ça, pour beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est le Conseil des experts, Larry, eh bien, quand il y a un désaccord entre le Conseil des gardiens et le Parlement iranien, le Conseil des experts intervient pour rapprocher les deux parties ou prendre une décision. Ça montre à quel point ce Conseil est important quand on parle de la nouvelle stratégie, de la nouvelle équation régionale. S'il décide d'agir de manière préventive, peut-être parce qu'il pense qu'Israël va faire quelque chose. Le point essentiel, je crois, dans ce nouveau message que vous venez de lire, c'est qu'il se réserve la possibilité d'agir de façon préventive contre Israël. C'est tout à fait ça. Je vais relire la phrase clé. Elle dit « Une déclaration officielle pour cette nouvelle doctrine stratégique affirme que toute attaque contre un élément de l'axe de la résistance entraînera une riposte qui dépassera les frontières géographiques et redéfinira les équilibres régionaux. C'est une nouvelle politique. C'est quelque chose que l'Iran n'avait pas fait depuis 47 ans. Et maintenant, il lie sa propre sécurité à celle du peuple libanais et des Palestiniens. Donc pour moi, c'est vraiment une déclaration de guerre contre Israël. Il y a des gens en Israël, comme le chef de l'opposition, Yair Lapid. Il a dit que cette guerre, la poursuite de cette guerre, ne va pas servir les intérêts de l'État d'Israël. Est-ce qu'il essaye d'acheter des voix ou qu'est-ce que c'est au juste? Oui, on appelle ça une analyse de bon sens. Ouais, tu sautes d'un immeuble de 15 mètres sans parachute, tu vas te casser les jambes, voire pire. C'est le même genre d'évidence, sans blague. Et c'est justement ce que j'ai trouvé si frappant dans le message d'hier de l'Iran. À peine une demi-heure après qu'Israël a lancé son attaque sur ces sites précis en Iran, l'Iran riposte en tirant des missiles depuis ces mêmes sites. Attendez une seconde. Je croyais, encore une fois, qu'on parlait de ce fameux mythe de l'invincibilité israélienne. Alors, Israël a déclaré, Larry, que les États-Unis n'avaient pas participé à l'attaque contre l'Iran, mais qu'ils avaient aidé à défendre Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Et quelles capacités ont été utilisées pour défendre Israël? D'après ce que je comprends, les États-Unis sont en train, en gros, de se retirer. Vous savez, il y a aussi beaucoup de confusion à ce sujet. On a parlé d'un attentat ou de plusieurs explosions, soi-disant à la base aérienne du prince Sultan. Au début, on a accusé l'Iran. L'Iran a répondu non, ce n'était pas nous. Ensuite, on a essayé d'en faire porter la responsabilité aux Houthis. Mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit les Houthis. À mon avis, ça vient d'un groupe lié à Israël.
pour faire croire que c'était l'Iran ou que c'était les Houthis, parce que les Saoudiens et les Qataris ont décidé de s'éloigner de leur dépendance vis-à-vis des États-Unis. Ils vont entrer dans une nouvelle alliance stratégique, appelons-la comme ça, qui est en train d'être mise en place, avec le Pakistan en tête. Elle impliquera la Turquie, l'Égypte, l'Iran et l'Arabie saoudite. Et derrière tout ça, je ne veux pas dire qu'il y a des marionnettistes, mais disons que c'est un peu la vision des Chinois et des Russes. L'autre point important, Larry, dans la nouvelle annonce de Sadegh Larijani, c'est qu'il parle de tout le Liban, pas seulement de Beyrouth. Oui, y compris le sud, vous savez, surtout le sud du Liban. Donc voilà, je sais que certains ont spéculé sur le fait que l'Iran pourrait lâcher le Hezbollah. C'est tout le contraire. Ils ont maintenant été très clairs. Hezbollah, on est avec vous, on vous soutient, on est là. C'est pour ça qu'on a Benjamin Netanyahou en Israël. On sait qu'il y a des gens en Israël qui sont d'accord avec les politiques menées à Gaza et au Liban, mais qui veulent le tuer. Ils veulent simplement le faire tomber, parce qu'ils savent que cet homme ne quittera pas le pouvoir tant qu'il sera en vie. Ça va rester comme ça jusqu'au dernier moment. C'est pour ça que le combat est important. Ce qui se passe en Israël l'est aussi. Il faut le prendre en compte. Oui, enfin Bibi, sur les photos récentes, il n'a pas l'air en forme non plus. Trump, lui, a l'air terrible. Le visage rouge, la peau de la couleur de ma tasse de café. Et puis il crie, et Netanyahou aussi. Il a un cancer. Et ça, en général, ça vous ronge. Et qui sait s'il sera encore en vie à la fin de l'année. Mais même s'il part, ça ne changera pas la politique d'Israël. Parce que cette politique de destruction des Palestiniens et même de prise de territoire au Liban, elle reste la même. Je pense qu'une majorité d'Israéliens la soutiennent encore. Je pense que le résultat, au fond, c'est de forcer Israël à se retirer complètement du Liban. Parce que si vous êtes là-bas, vous devez attaquer. Vous devez vous battre. Et si vous vous battez, ça va entraîner une nouvelle escalade. Ces cycles d'escalade vont continuer à se produire pour Israël. Je ne sais pas combien de temps les États-Unis peuvent rester dans la région, parce qu'on sait que Donald Trump, comme vous l'avez mentionné, n'est pas content. À cause de l'économie mondiale, à cause des pressions qui viennent de tous les côtés, à cause de cette guerre. Alors, est-ce que les États-Unis peuvent vraiment se permettre de rester là-bas? On sait que Benjamin Netanyahou veut que les États-Unis y restent, mais au bout du compte, c'est bien les États-Unis qui décident si, oui ou non, ils peuvent se le permettre. Eh bien, qu'est-ce que vous entendez par « rester là » ? Vous voulez dire « maintenir ». Maintenir le blocus, garder une présence militaire sur place, ou peut-être envoyer plus d'armes vers ses bases en Arabie saoudite et au Qatar, ou encore essayer d'améliorer ses bases pour venir en aide à Israël. Eh bien, oui, voilà le problème. D'abord, les États-Unis ont été, en gros, chassés de beaucoup de bases qu'ils occupaient auparavant. Et vous savez en particulier la base d'Al-Udeid, le centre des opérations aériennes combinées. C'était un commandement important et apparemment il est maintenant fermé. Sur la base du prince Saoud, la présence américaine est sous pression pour se retirer. Je crois qu'il reste encore une présence au Koweït. Mais vous savez, l'Iran a attaqué cette zone à plusieurs reprises la semaine dernière. Et puis, on a aussi vu qu'ils ont visé Bahreïn. Les États-Unis y avaient encore des installations très sensibles, essentielles, disons des installations de communication qui ont été détruites. Et d'après ce que j'ai entendu, le commandement américain, le chef d'état-major interarmé et son équipe pensent que cela n'a pu se faire qu'avec l'aide d'un partage de renseignements, soit russe, soit Stasopora.
sharing with Iran. So the US ability to maintain the kind of presence Donc, they had before, la that's gone. capacité des États-Unis à maintenir la présence qu'ils avaient auparavant, c'est terminé. Ils vont devoir dépenser des milliards de dollars pour essayer de reconstruire certains de ces sites. Et ce n'est pas seulement une question d'argent. Les Saoudiens et les Qataris, d'après la source pakistanaise, ont décidé qu'ils n'allaient plus accueillir les États-Unis. Ils vont leur dire de partir. Ils vont tenter leur chance avec la Russie et la Chine. Et tout ça fera partie de cette nouvelle architecture de sécurité dans laquelle le Pakistan joue un rôle de premier plan. On y verrait l'Égypte, la Turquie, le Pakistan, l'Iran, l'Arabie saoudite. Et ces forces militaires deviendraient un peu comme l'OTAN, ou comme l'Organisation du traité de sécurité collective pour les Russes. En somme, une organisation de sécurité pour le Golfe Persique, mais sans les États-Unis. For the Persian Gulf that excludes the United States.